Nous avons tenu à organiser ce webinaire suite euh, aux difficultés que nous avons remarquées que plusieurs rencontres ou des incompréhensions qu'il y a par rapport au fonctionnement des noms de domaine et du système DNS de façon générale. Donc, l'objectif de ce webinaire serait de pouvoir comprendre ce que c'est un serveur DNS et un nom de domaine. Donc, d'expliquer la raison d'être des noms de domaine, le processus de résolution de noms de domaine, savoir pouvoir réserver son propre nom de domaine et savoir également configurer son nom de domaine pour pouvoir l'exploiter. Donc, dans un premier temps, nous allons donc entrer dans le contexte et aussi pouvoir définir ce que c'est un nom de domaine et plus précisément ce qu'on appelle un FQDN. Donc, avant de parler de nom de domaine, nous allons un peu revenir sur Internet. Alors, Internet, on peut définir Internet comme étant un réseau donc d'ordinateurs ou d'appareils parce qu'aujourd'hui, presque tout est devenu ordinateur. En fait, on a des smart TV, des télé intelligentes qui peuvent se connecter à l'Internet. On a nos smartphones, on a des voitures qui se connectent à Internet, on a des réfrigérateurs qui se connectent à Internet. Donc, tout appareil qui peut se connecter à Internet, donc, fait partie de ce réseau-là. Et je pense que parmi nous, nous avons beaucoup de participants qui ont un background déjà informatique. Donc, mais d'autres personnes aussi n'ont pas du tout de background informatique. Donc, on va quand même réexpliquer certains principes de base aussi. Donc, Internet, c'est ça, c'est un réseau d'appareils donc, qui sont interconnectés. On peut avoir un petit réseau au bureau, on a deux, trois, quatre machines, un routeur et on a la connexion Internet qui arrive. Mais Internet, un petit réseau, toutes les machines qui sont connectées au Wi-Fi ou par câble, ça fait un réseau qu'on appelle un réseau local. Donc, ce réseau-là, quand vous avez un fournisseur d'accès Internet, vous payez un abonnement avec Orange ou Move ou Canal Box, ça va vous permettre de vous connecter à d'autres personnes qui ont des réseaux similaires et des réseaux plus grands. Donc, si on prend sur toute la ville, toutes les machines qui sont interconnectées par un fournisseur d'accès Internet, ça fait un réseau un peu plus grand. Et ce fournisseur d'accès Internet sera donc connecté avec d'autres fournisseurs d'accès Internet. Il y a cette interconnexion qui leur permet donc les clients de chaque fournisseur de communiquer entre eux et à l'échelle du pays et du continent. Ça devient beaucoup plus grand. Donc, je pense l'année passée ou surpassée, on avait entendu parler de coupure de câbles sous-marins et ça avait beaucoup joué sur la connexion, tout simplement parce que les autres réseaux qui sont, par exemple, en Europe avec lesquels nous sommes connectés passent par ces câbles sous-marins et lorsqu'ils sont coupés, donc, on n'est plus connecté avec eux, on ne peut plus communiquer avec eux. Et donc, du coup, ça crée cette rupture. Mais tous ceux qui avaient, par exemple, des sites web qui sont hébergés au Burkina, eux, ils devraient en principe pouvoir toujours avoir accès à leur site web sans problème parce que c'est dans le réseau qui est géographiquement délimité au Burkina Faso. Donc, pour faire simple, Internet, c'est ça, c'est un réseau d'appareils qui sont interconnectés entre eux. Et donc, certains de ces appareils sont des clients et d'autres sont des serveurs. On va revenir sur ça. Et chaque appareil peut communiquer donc avec un autre appareil. Donc, mon ordinateur peut communiquer avec un autre ordinateur ou avec mon téléphone ou avec un autre appareil qui est toujours connecté sur le réseau. Et pour pouvoir faire cette communication-là, il faut
connaître ce qu'on appelle l'adresse IP. Donc, tout appareil qui se connecte sur Internet doit posséder ce qu'on appelle une adresse IP. Voilà, on peut faire une analogie au numéro de téléphone. Quelqu'un qui a un téléphone et qui veut être joignable, forcément, il doit avoir un numéro de téléphone. Sans un numéro de téléphone, je peux pas appeler un correspondant pour pouvoir échanger avec lui. Donc, c'est pareil sur le réseau de Internet. Chaque machine qui veut se connecter dans ce réseau-là doit avoir ce qu'on appelle une adresse IP. Et c'est ce numéro-là, en fait, qui fait qu'il est joignable. Donc, si ma machine doit communiquer avec une autre machine, il doit connaître l'adresse IP de cette machine-là pour pouvoir communiquer avec lui, lui envoyer des informations, et recevoir des informations aussi en retour. Donc, une fois qu'on a déjà déposé cette base-là, on peut maintenant aller sur ce que c'est qu'un nom de domaine. Donc, on a vu sur la slide précédente que Internet, c'est un réseau d'ordinateurs qui sont connectés entre eux. Et pour communiquer, il faut une adresse IP. Et donc, vous imaginez avec le nombre d'adresses IP qu'on a pour chaque machine, parce que une seule personne peut avoir plusieurs appareils. Je peux avoir jusqu'à deux téléphones, mon ordinateur portable, mon ordinateur de bureau. Donc, tout ça, ça fait beaucoup d'adresses IP. Et on ne peut pas tout le temps les retenir parce que c'est compliqué. C'est comme les numéros de téléphone, on ne peut pas tous les retenir. Donc, le téléphone a une application qu'on appelle carnet d'adresse qui me permet donc d'enregistrer un numéro de téléphone et de mettre un nom là-dessus. Donc, si j'ai un camarade qui s'appelle Alfred et il me donne son numéro de téléphone, je vais donc l'enregistrer et je mets Alfred. Si je veux l'appeler, je n'ai pas à retenir son numéro de téléphone. Je tape juste Alfred et je lance l'appel. Et le téléphone lui-même sait que Alfred, c'est tel numéro. Donc, c'est la même chose avec les noms de domaine et les adresses IP. Comme on ne peut pas les retenir, donc ce système a été mis en place pour que les êtres humains, parce que les machines, eux, ils travaillent avec les chiffres, avec les adresses IP, mais les êtres humains, c'est plus facile d'avoir des noms, c'est plus facile à retenir. Donc, c'est pourquoi ce système de nom de domaine-là a été mis en place pour faciliter l'accès à la communication et l'accès aux adresses IP. Donc, le terme FQDN, c'est en anglais, c'est Fully Qualified Domain Name, donc ça veut dire nom de domaine complet. Et ça fait référence donc à l'adresse complète et unique d'une présence sur Internet. Donc, qui correspondra à une adresse IP par derrière. Donc, c'est utilisé pour localiser des autres spécifiques, généralement des sites web, mais ça peut être d'autres types de services qui sont en ligne. Et donc, on peut y accéder en utilisant la résolution de nom. Donc, le nom de domaine, en fait, c'est ça. Là, on a des exemples, www.google.com ou rtb.bf ou yahoo.fr. Donc, ces trois-là, ce sont donc des noms de domaine qui sont accessibles. Et lorsque vous tapez ça dans votre navigateur, vous allez pouvoir charger le site web correspondant. Et on dirait que je relance le partage. Et j'espère que vous voyez l'écran maintenant.
Ok, je pense que c'est visible. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez soit écrire dans le chat ou directement lever la main et on pourra les traiter au fur et à mesure. Donc, le nom de domaine, c'est un terme en fait que quelqu'un peut choisir et puis décider de l'enregistrer et par la suite le lier donc à son serveur ou à une adresse IP donc qui correspondra, qui va faire une correspondance avec le nom de domaine. Donc, les adresses IP qu'on a vues précédemment et les noms de domaine, ce sont les deux éléments vraiment qui constituent en fait toute comment je peux dire, toute la fondation de Internet. Tout l'Internet repose en fait sur ces deux systèmes-là. Si vous enlevez les adresses IP et les noms de domaine, ce n'est plus possible d'avoir Internet. Donc, sans les noms de domaine, à la limite, on a toujours Internet parce que c'est par les adresses IP que toute communication passe, mais ça va devenir très compliqué, cette gestion-là. Donc, les noms de domaine viennent nous faciliter cela. Donc, quand on parle de serveur DNS, avant de parler de DNS, il y a le concept de serveur qui est là. Et comme tous ceux-là qui sont connectés ne sont pas forcément des informaticiens, on va aussi rapidement définir ce que c'est qu'un serveur. Donc, quand on parle de serveur, donc on parle forcément de service. Voilà, si vous connaissez un serveur, vous savez ce que fait un serveur dans un restaurant, donc c'est facile de comprendre un serveur informatique, ce qu'il fait. Voilà, donc tout serveur doit fournir un service. Au restaurant, le serveur, lui, il vous sert à manger. Mais un serveur informatique, c'est un ordinateur qui vous fournit un service. On verra qu'il y a plusieurs types, il y a différents types de serveurs en informatique. Donc, ici, on parle de serveurs DNS, mais il existe d'autres types de serveurs, comme les serveurs web, les serveurs de mail, les serveurs de messagerie instantanée. Donc, les serveurs web, c'est ce qui vous permet d'avoir des sites web aujourd'hui. Quand vous tapez www.unsiteweb.com ou .bf, donc, et vous voyez le site web apparaître, sachez que par derrière, il y a un serveur web qui permet de servir donc ces pages web-là au navigateur qui sait les interpréter et puis vous les affichez de façon lisible, de façon, comment je peux dire ça, ergonomique. Donc, il existe aussi des serveurs de messagerie, des serveurs email qui traitent donc tous les emails. Quand vous envoyez un mail à quelqu'un à travers son adresse mail, ou quand vous consultez votre boîte email et que vous voyez des messages que vous avez reçus, c'est parce qu'il existe un serveur de messagerie qui fait tous ces traitements-là. De la même manière que lorsque vous appelez un numéro de téléphone, les opérateurs, ils ont des serveurs qui gèrent ça. Lorsque vous lancez, ils vont détecter le numéro que vous voulez appeler, où est-ce qu'il se trouve, transmettre l'appel, son téléphone va sonner, il va répondre. Vous allez pouvoir communiquer. De la même façon, aussi les serveurs de messagerie, lorsque vous envoyez un mail à quelqu'un, le serveur email pourra regarder l'adresse du destinataire et le nom de domaine lié à ça et savoir à quel serveur il doit transmettre cet email-là. Et le serveur, donc, de votre destinataire va recevoir le mail et il va voir à telle adresse mail, c'est pour tel utilisateur et il va mettre ça dans votre boîte mail. Et quand vous vous connectez, vous pouvez voir ça. De la même façon, il y a des serveurs de messagerie instantanée. Par exemple, WhatsApp, ils ont leur propre serveur qui permet de dispatcher tous les messages qu'on échange chaque jour par WhatsApp. Donc, le serveur DNS, lui, son travail, le service qu'il fournit, en fait, c'est la correspondance de nom de domaine. Donc, pour simplifier,
vous pouvez penser au serveur DNS comme votre carnet d'adresses, sauf que ici, au lieu d'enregistrer des contacts, des numéros de téléphone avec les noms des individus, ici, ce sont des noms de domaine qu'on enregistre avec des adresses IP correspondantes. Donc, également, il y a différents types de serveurs DNS, mais nous n'allons pas entrer dans ces détails-là pour ce webinaire. Euh, mais le serveur DNS qu'on voit ici, lui, son travail, c'est d'enregistrer. Donc, c'est un serveur résolveur. Lui, il a un nom de domaine enregistré et il a une adresse IP qui correspond à ce nom de domaine-là. Donc, lorsque quelqu'un tente ou du moins lorsqu'une machine tente de savoir google.com, c'est quoi son adresse IP du serveur de google.com pour que je puisse communiquer avec lui. Donc, le serveur DNS pourra lui répondre. Google.com, c'est le 173.194.77.104. Donc, ça, c'est une adresse IP et c'est juste un exemple. Donc, ça correspond en principe à l'adresse IP du serveur de google.com. Et ainsi de suite, on a twitter.com et puis d'autres exemples ici. Donc, le serveur DNS va donc garder, comme dans un dictionnaire, toutes ces informations-là. Et lorsque une machine l'interroge, il pourra donc répondre et fournir l'adresse IP. Parce que, rappelons-nous, les noms de domaine, c'est principalement pour les êtres humains. Les machines communiquent avec les adresses IP. Donc, la machine aura besoin, si je lui donne un nom de domaine, d'abord de faire, de chercher quelle est l'adresse IP correspondant à ce nom de domaine-là avant de pouvoir communiquer avec la machine qu'il faut. Donc, nous allons par la suite voir comment ce processus-là se passe pour que lorsque on a un nom de domaine, on puisse trouver l'adresse IP qui correspond à ce nom de domaine-là. Et ce processus-là, on l'appelle la résolution DNS. Et donc ça, c'est vraiment le service, c'est le travail que le serveur DNS fournit en tant que serveur. Donc ici, on a un exemple de, de traitement. Lorsque vous ouvrez le navigateur et que vous essayez d'accéder à Facebook, donc on va taper www.facebook.com dans le navigateur. Et ici, on va considérer que le navigateur est un client. Voilà. Quand on parle de serveur, on doit aussi parler de client. Comme dans l'analogie qu'on a vue au restaurant, vous êtes le client lorsque vous arrivez au restaurant, vous faites une commande avec le serveur qui va aller chercher donc votre plat, pas que vous avez commandé, et qui va revenir vous servir ce que vous avez commandé, ce que vous avez demandé. Donc en informatique, c'est le même principe. On a des clients et on a des serveurs et on a des services qui sont fournis aux clients par les serveurs. Donc, le navigateur ici est votre client euh, pour le web parce qu'il va travailler avec un serveur web qui doit lui servir qui va lui servir, comment dirais-je, la page web. Mais avant ça, il y a une autre opération qui va se passer qu'on appelle la résolution DNS parce que le navigateur ou l'ordinateur ne connaît pas facebook.com. Il ne sait pas facebook.com, c'est quoi? C'est un nom. Et il doit savoir, il doit chercher à trouver l'adresse IP de facebook.com. Donc, la première chose, lorsque vous tapez facebook.com, l'ordinateur va faire donc une requête DNS sur le serveur DNS pour demander à savoir facebook.com, c'est quoi son adresse IP. Et il y a trois étapes en fait. L'ordinateur généralement garde en cache, en mémoire, certaines informations sur les serveurs DNS qui sont demandés fréquemment pour ne pas avoir à chaque fois à les demander au serveur DNS. Donc l'ordinateur lui-même garde en mémoire les adresses IP
des requêtes DNS précédentes pour que lorsque vous tentez d'accéder à ça, il vous répond immédiatement. Mais s'il n'a pas ça en mémoire, donc il va demander au serveur DNS selon sa configuration, il va interroger donc le serveur DNS le plus proche de lui. Et ce serveur DNS-là, s'il a l'information, il va directement répondre à la machine en lui donnant l'adresse IP. Et s'il n'a pas, il pourra demander à un autre serveur DNS qui est un peu plus haut, quelle est l'adresse IP donc de facebook.com et ainsi de suite. Donc, de serveur DNS en serveur DNS, forcément la réponse sera obtenue et sera renvoyée donc à la machine. Et la machine, maintenant, à partir de cette adresse, pourra directement interroger le serveur web de Facebook et recevoir en retour une page web. Et c'est là donc que le navigateur pourra charger et vous afficher donc à quoi est-ce que facebook.com ressemble. Et donc, ce sont ces deux processus-là de façon vraiment très simplifiée. Et tout ça, ça se passe en termes de millisecondes. Donc, quand vous tapez facebook.com, il va interroger le serveur DNS, recevoir l'adresse IP du serveur de Facebook, et ensuite, maintenant, interroger le serveur web de Facebook, cette fois-ci avec le protocole HTTP, et recevoir en retour la page web de facebook.com. Et cette page web-là, ça sera du code source en HTML, en CSS, en JavaScript, mais le navigateur est capable d'interpréter ces langages-là et puis de vous afficher une belle page qui est intéressante. Donc ça, c'est une facette de la résolution DNS et on va voir une autre facette dans cette slide. Donc, voilà, l'autre slide était un peu simplifié. Mais maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que les serveurs DNS sont hiérarchisés. Il y a une hiérarchie qui est là. Donc, si vous tentez d'accéder, par exemple, au site web www.site0.com, comment ça va se passer, la résolution DNS? Et comment, avant de faire même cette requête-là, votre machine va savoir à qui est-ce qu'elle doit faire cette requête? Puisque on a vu que pour communiquer avec une machine sur Internet, un serveur, on a besoin de son adresse IP. Donc, lorsqu'on veut savoir un nom de domaine, il faut parler avec un serveur DNS. Mais il y a plein de serveurs DNS dans le monde. Quel serveur DNS il faut interroger? Et comment on a même l'adresse de ce serveur DNS, là, l'adresse IP de ce serveur DNS, pour pouvoir l'interroger. Donc, ce qu'il faut savoir, il y a ce qu'on appelle les serveurs DNS racines. Il y en a au total 13, je pense, dans le monde, avec des redondances. Donc, il y a 13 serveurs racines qui existent. Et ces serveurs racines-là, donc, ont leurs adresses dans pratiquement tous les systèmes d'exploitation. Donc, ils savent déjà comment les contacter. Donc, ces serveurs racines, à leur tour, ont les adresses de pratiquement toutes les extensions de noms de domaine. Donc, quand on prend par exemple le site du 0.com, vous voyez que ça se termine par .com, alors qu'on peut avoir aussi .net, on peut avoir .org, on peut avoir .fr ou .bf. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle des extensions en langage courant. Sinon, techniquement, on les appelle des TLD, des domaines de premier niveau. Voilà, en anglais, TLD, c'est Top Level Domain. Donc, les serveurs racines ont les adresses donc, de ces TLD-là et peuvent vous rediriger vers les serveurs des TLD en fonction de ce que vous voulez. Donc, ici, si on fait une requête pour site du 0.com, directement, la requête va aller sur le serveur racine. Et pour savoir le .com, c'est qui gère? Quel est le serveur DNS qui gère l'extension .com? Donc, lui, il pourra répondre en disant, OK, le serveur qui gère le .com,
c'est tel serveur, voici son adresse IP 122.34.12.19. Donc, à son tour, le serveur DNS va faire une requête sur donc, le serveur DNS du .com, qui est le registre en fait du .com, et pour demander le domaine site20.com, où est-ce qu'il est, son serveur DNS. Et donc, en retour, ce serveur .com, pardon, est-ce que vous avez une question, monsieur Sibiri Démé? Donc, si vous n'avez pas de questions, nous vous prions de couper votre micro pour éviter les interférences. Hmm. Merci. Donc, dans le processus de résolution, on était au niveau du serveur de l'extension .com. Donc, il va donc donner l'adresse IP du serveur DNS du site du zéro. Donc, site du zéro.com, il va dire son adresse est 201.11.97.10 par exemple. Et donc, à son tour, le serveur DNS va interroger euh, le serveur DNS du site du zéro.com. Et pour avoir donc la zone DNS et savoir où est-ce que le sous-domaine www se trouve. Parce que c'est là-bas qu'il y a le site web et qu'on pourra afficher. Donc, en troisième position, ce serveur-là pourra répondre avec l'adresse IP du serveur web, là où se trouve le site du zéro.com, le www.site-du-zéro.com. Et cette information sera donc relayée à la machine de l'utilisateur, du client, donc, euh, et le navigateur pourra donc charger le site web à partir de cette adresse IP qu'il aura reçue. Donc, ça, c'est un peu pour aller un peu plus en profondeur dans le processus de résolution DNS. Donc, on a les serveurs racines, comme on l'avait dit, il y en a 13 dans le monde, qui contiennent donc chacune une liste des réplicas de tout ce qu'il y a comme extension, les adresses des serveurs qui gèrent les différentes extensions de noms de domaine .com, .net, .org. Voilà. Et en l'occurrence, ici au Burkina Faso, c'est la BDI, l'Association burkinabé des domaines Internet, qui gère donc le registre du .bf. Donc, ça veut dire que lorsque votre site est en .bf et que la résolution doit se faire, le serveur Racine va donc rediriger vers les serveurs de la BDI qui ont le registre du point .bf. Donc, tous les noms de domaine .bf sont répertoriés là-bas et on pourra donc savoir tel nom de domaine .bf. Donc, voici les adresses IP des serveurs DNS qui gèrent ce nom de domaine-là. Et le serveur pourra ensuite interroger les adresses, le serveur DNS du nom de domaine.bf en question et pouvoir voir les services, que ce soit le site web, la messagerie électronique ou d'autres choses. Donc, on a un peu simplifié ce processus-là pour voilà, le rendre facilement compréhensible dans le cadre d'un webinaire. Donc, si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à les laisser dans le chat ou à lever la main aussi pour pouvoir les poser. Donc, c'est possible d'avoir son propre nom de domaine. C'est possible de pouvoir enregistrer soi-même son nom de domaine et l'avoir disponible donc sur Internet. Et pour ce faire, pour pouvoir enregistrer un nom de domaine, il faut le faire à travers donc un bureau d'enregistrement de nom de domaine qu'on appelle très souvent registrar en anglais. Donc, c'est les bureaux d'enregistrement de nom de domaine. Il y en a plusieurs.
il y en a plusieurs que vous connaissez déjà peut-être ou... Ok, ok, là c'est bon. Donc, il y en a plusieurs qui le font à l'international comme au niveau local. Donc, en tant que registrar, là, vous avez une liste de quelques registrars, quelques bureaux d'enregistrement de noms de domaine. Donc, EcoDev même est un registrar. Donc, à travers EcoDev, vous pouvez enregistrer un nom de domaine .bf parce que EcoDev est accrédité par l'ARCEP. Donc, pour l'enregistrement des noms de domaine .bf. Et nous sommes également accrédités pour l'enregistrement des noms de domaine .africa. Mais nous fournissons également, nous faisons la revente du .com, .net, .org. Donc, nous fournissons toutes les extensions. Vous avez également Namecheap, Google Domains, domain.com qui sont des registrars de noms de domaine. Donc, c'est une liste non exhaustive parce qu'il y en a énormément si vous regardez au niveau international. Donc, nous allons passer à une étape beaucoup plus pratique où vous allez voir comment pouvoir enregistrer votre nom de domaine et aussi comment configurer vos serveurs DNS. Donc, vous allez pouvoir voir comment, si vous voulez enregistrer votre nom de domaine à travers Ecodev, comment ça se fait et comment vous pouvez configurer vos serveurs DNS pour pouvoir utiliser vos noms de domaine avec d'autres hébergeurs. Supposons que vous avez pris de l'hébergement chez Namecheap ou chez O2Switch ou avec Google ou avec OVH ou avec GoDaddy ou avec LWS. Donc, tout ça sont des hébergeurs assez connus. Donc, vous verrez comment faire donc, pour jumeler, enfin, pour connecter votre nom de domaine .bf avec votre hébergement. Et aussi, il y a une chose à garder en tête. Certains hébergeurs ne vous fournissent pas directement l'hébergement DNS parce que ils ont des offres. Ils ont des offres qui sont peut-être assez bas prix, bas de gamme. Ils ont des offres un peu plus élevées. Donc, en prenant l'hébergement, il faut faire attention et vérifier demander au support, est-ce que l'hébergement que vous prenez inclut l'hébergement DNS ou pas? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont eu ce cas, ils ont pris de l'hébergement, mais l'hébergement n'était pas disponible. Donc, il y a quelqu'un qui demande si on pourra avoir l'enregistrement. Oui, l'enregistrement sera disponible, ça sera publié sur notre chaîne YouTube. Il y a des webinaires précédents aussi sur la chaîne YouTube que vous pourrez voir. De toute façon, tous ceux qui se sont inscrits, vous allez pouvoir. Mais Monsieur Sibiri, excusez-moi, est-ce que vous pouvez, Monsieur Élisée Sibiri Démé, vous m'entendez? Si vous ne voulez Oui, pas intervenir, vous pouvez peut-être oui, couper. oui. Oh, voilà, comme il y a un peu de bruit, hein, si vous voulez intervenir, il n'y a pas de souci, mais sinon, vous pouvez couper votre micro en attendant. Désolé, hein. Ok, merci beaucoup. Donc, je disais donc, en prenant l'hébergement, il faudrait faire attention et vous rassurer avec l'hébergeur que l'offre que vous prenez inclut l'hébergement DNS. Parce que l'hébergement DNS, on n'en parle pas trop, c'est implicite. Très souvent, les offres incluent ça, mais certaines offres ne l'incluent pas. Et donc, si vous n'avez pas d'hébergement DNS et que vous prenez de l'hébergement, lorsque vous enregistrez un nom de domaine .bf avec nous, vous ne pourrez pas, parce que vous devez définir vos serveurs DNS, mais vous n'aurez pas des serveurs DNS à définir, ou même si vous les définissez, du côté de votre hébergeur, vous n'allez pas pouvoir créer le nom de domaine parce que il n'y a pas d'hébergement DNS qui est fourni dans l'offre que vous avez pris. Mais nous avons mis en place aussi le service d'hébergement DNS. Donc, si vous êtes dans une situation comme ça,
Vous pouvez donc prendre en plus du nom de domaine l'hébergement DNS. Et puis, vous pourrez donc, en ce moment, on configurera, nous, nos serveurs DNS sur votre nom de domaine. Et vous allez pouvoir avoir vos zones DNS que vous pouvez configurer directement. Voilà. Et si vous prenez l'hébergement avec nous, en ce moment, il n'y a pas de problème. Ça sera directement nos serveurs DNS qui seront configurés et vous aurez l'hébergement et l'hébergement DNS directement. Donc, il y a ce petit détail que je voulais préciser. Et je vais donc passer la parole à mon collègue Olivier, qui va donc vous démontrer de façon pratique déjà comment enregistrer son nom de domaine à partir de la plateforme de EcoDev et par la suite aussi comment configurer donc les serveurs DNS et comment créer ça du côté de votre hébergeur. Voilà. Et là, c'est avec un cPanel. Le cPanel, en principe, est utilisé par la plupart des hébergeurs. Bon, il y a Plesk aussi qui est utilisé, qui est beaucoup utilisé. Mais je pense que cPanel est beaucoup plus utilisé par les hébergeurs. Mais les principes sont les mêmes. Pour la démo d'aujourd'hui, ça sera avec le cPanel. Et si vous voulez qu'on fasse une démo avec Plesk aussi, on pourra organiser ça prochainement. Donc, merci et je passe la parole à Olivier. Ok, bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez correctement. Oui, on t'entend. Ok, j'espère que vous voyez ma présentation, mon écran. Oui, l'écran est visible. Allô? D'accord, merci beaucoup. Donc, déjà, je me présente, je suis Jean-Marc Olivier Ouya, je suis développeur à Ecodel International. Et c'est moi qui vais vous donner la démo sur comment d'abord se connecter à l'espace client Ecodel, ensuite comment prendre son nom de domaine, comment acheter un nom de domaine, son propre nom de domaine, et comment configurer le DNS et finalement voir un peu l'interface de ce panel aussi pour voir comment on l'utilise lorsqu'on l'a et ainsi de suite. Donc déjà, je vais essayer de le connecter avec mes informations qui sont déjà déposées dans le formulaire. Donc là, je suis sur se connecter. Donc voilà mon interface qui est présentée. Il y a la possibilité de modifier son profil, c'est-à-dire informations personnelles. On clique sur modifier mon profil et on modifie les informations du profil. Il y a aussi les détails de facturation. Ces informations vont sortir sur la facture qui sera générée automatiquement après paiement d'un service, que ce soit un hébergement ou bien un nom de domaine qui est acheté. Donc, pour prendre un nom de domaine ou un service avec notre espace client, c'est simplement dans la section commander un service. Et lorsque nous partons dans commander un service, on a trois parties qui sont présentement accessibles. Il y a achat de nom de domaine pour acheter directement un nom de domaine qui n'est ni lié à un hébergement ou à des emails professionnels, juste le nom de domaine, ni aussi à un hébergement DNS. Donc, ensuite, on a nos offres d'hébergement avec les différentes fonctionnalités que comporte chaque offre. Si vous constatez au niveau de l'hébergement premium, on a accès ces panels juste en bas ici. Donc, ça veut dire qu'avec cet hébergement premium, vous avez accès aux ces panels. Voilà. Donc, pour notre petit test que nous allons faire, nous allons juste voir comment fonctionne notre plateforme et puis prendre un nom de domaine
rapidement. Bon, on va pas le prendre réellement, mais on va aller jusqu'à la solution de paiement et puis, bon, continuer avec d'autres choses. Donc là, peut-être je vais tester euh, tic-tac.bf. Je ne sais pas si ça existe, on va faire vérifier. Et on constate que tic-tac.bf est bel et bien libre. Et là, nous avons le prix hors taxe et le prix de réabonnement aussi hors taxe. Il faut savoir que tout nom de domaine est sujet de réabonnement pour pouvoir le garder propre à la personne qui l'a acheté. Parce que lorsque le nom de domaine arrive à terme, c'est-à-dire à expiration, il est remis sur le marché lorsqu'il n'est pas renouvelé. Donc, lorsqu'on clique sur réserver, on a l'interface de paiement qui est affichée où il y a les informations sur le nom de domaine. Avec le site de facturation, on peut sélectionner annuel. Comme c'est un achat de nom de domaine, il n'y a seulement que annuel qui est disponible. Ensuite, on a le nombre d'années qu'on veut payer, c'est-à-dire une année, 2 années, jusqu'à 5 ans maximum. Ensuite, on a le prix de réservation hors taxe, on a la TVA qui est appliquée lorsque la personne, bien sûr, se trouve au Burkina. Et lorsqu'il ne se trouve pas au Burkina, la TVA n'est pas appliquée. On a une option code promo facultatif pour ceux qui ont un code promo qu'ils ont reçu de notre part ou d'une autre manière. Voilà. Donc là, on va choisir le paiement mobile et on va, bon, il y a aussi les conditions générales de vente. On peut les lire si on est intéressé de savoir à quoi s'attendre avec Ecodev. Donc, je clique sur j'ai lu et j'accepte les conditions générales de vente et je fais confirmer la commande. Automatiquement, une souscription sera générée et on va cliquer sur oui si on veut en même temps faire le paiement ou sinon, si on veut faire le paiement plus tard. Donc, dans notre cas, nous allons faire le paiement en même temps. Nous allons sur la plateforme de paiement. Donc, nous allons sélectionner Orange Money et au niveau des détails, nous avons les informations sur ce que nous devons acheter avec le prix et tout ça. Donc, ça va coûter 14 750 francs au total. Donc, nous allons juste nous arrêter sur ça pour ce qui est du paiement d'un service. OK. OK, bon, on va essayer de faire un paiement. Donc, je vais mettre le numéro, je mets 07 43 70 40. Et là, je fais payer. Et une fois que je le fais, on a un code qui est généré et c'est ce code que nous devons saisir dans notre téléphone pour pouvoir avoir accès et effectuer le paiement via notre téléphone mobile. Ou aussi, on a la possibilité de scanner le code qui est présentement sur la page web pour pouvoir aussi effectuer le paiement sans avoir besoin de saisir manuellement tout le code qui est inscrit juste en haut. Ok, je vais annuler et on va retourner sur client EcoDev. Donc, une fois que c'est fait, nous allons dans la section services et factures et dans cette section, nous avons la liste des noms de domaines que nous avons initiés, qui sont actifs, qui sont en état à confirmer, qui sont aussi expirés et suspendus. Donc, par exemple, lorsque nous avons initié notre paiement de tic-tac.bf, vous voyez qu'il est présent ici en fait. Et nous avons la possibilité de cliquer sur solder pour pouvoir continuer la procédure d'acquisition de votre nom de domaine. Voilà. Donc, pour ce qui suit, nous allons aller dans la partie domaine et c'est là-bas que nous pouvons fixer les serveurs DNS de chaque nom de domaine. Donc, si par exemple, je prends le nom de domaine dperso.bf, je clique sur serveur DNS, les anciens serveurs vont s'afficher d'abord et nous avons la possibilité de modifier les différentes informations qui sont présentes ici. Donc, nous allons essayer de mettre des adresses de nom de serveur. Bon. Ici, je vais un peu expliquer ce qui concerne les noms de domaine et les serveurs de noms de domaine. Excusez-moi. Donc, en fait, on a la possibilité de mettre et le nom de domaine et l'adresse IPv4 et l'adresse IPv6 du nom du serveur ou bien du serveur DNS.
Il y a aussi la possibilité de le mettre seulement avec le serveur et l'adresse IPv4. Mais il y a aussi une troisième possibilité de mettre uniquement l'adresse du serveur. Mais il est conseillé de mettre l'adresse du serveur et l'adresse IPv4 pour faciliter la résolution de nom de domaine avec l'adresse IPv4 qui a été saisie. Dans notre cas, comme notre serveur de nom a déjà enregistré au niveau de notre registre de .df, nous n'avons plus besoin de mettre obligatoirement les adresses IPv4 et IPv6. Donc, nous allons juste valider, modifier les DNS. Donc, apparemment, les serveurs de nom ont été changés avec succès. Et là, une fois que c'est fait, c'est un peu terminé avec l'interface de client et codev. Maintenant, nous allons passer au cPanel en question, qui va nous permettre de pouvoir faire certains traitements qui ne sont pas possibles lorsqu'on prend des offres qui ne contiennent pas le cPanel ou d'hébergement DNS aussi. Voilà. Donc ici, nous sommes sur Oui. une interface du Monsieur cPanel. Olivier, Oui, je vous Monsieur écoute. Olivier, Oui, je vous écoute. oui, est-ce que Monsieur Ouedraogo peut fermer son micro? Ça dérange s'il n'intervient pas, est-ce qu'il peut fermer son micro? Merci. D'accord, merci beaucoup, c'est compris. Ok, je pense que c'est bon maintenant. On peut continuer? Ok, Oui, oui, allez-y, merci. d'accord. Donc là, nous sommes sur l'interface du cPanel d'un compte que nous avons créé pour pouvoir présenter pour pouvoir faire notre présentation. Et qui se trouve sur notre hébergeur. Donc là, nous avons accès à différentes fonctionnalités comme la gestion des emails professionnels, la gestion des fichiers, c'est-à-dire tout ce qui est FTP et fichiers de compte FTP et web et tout. Nous avons la gestion des bases de données, nous avons la gestion des domaines qui sera utilisée dans notre présentation. Il y a d'autres fonctionnalités comme les mesures, il y a la sécurité qui parle de SSH, de SSL, de certificat SSL et de clés API token qui permettent de faire certaines choses, voilà, qui sont utiles aussi dans l'utilisation et dans la manipulation des noms de domaine, tout court. Il y a aussi les logiciels comme Redis, PHP, voilà, toutes les fonctionnalités qui permettent à ce que nous puissions profiter pleinement de notre hébergement et avec notre accès cPanel. Donc, pour notre démo, nous allons aller dans la section domaine. Lorsque notre nom de domaine et les DNS ont été fixés sur notre nom de domaine avec l'hébergeur concerné, nous devons aller dans la partie domaine de notre hébergeur si nous avons un accès cPanel, mais ça différencie en fonction des offres, comme M. Ismaël l'avait dit tantôt, ça différencie en fonction des offres. Vous pouvez avoir une offre où il n'y a pas de cPanel, mais il peut y avoir une autre manière de procéder pour pouvoir avoir accès à cette partie. Et vous pouvez aussi avoir un accès cPanel qui vous donne directement accès à cette partie. Et là, il y a une option Create a new domain. Donc, le nom de domaine que nous avons acquis lors de l'achat, le nom de domaine avec EcoDev ou une autre structure qui est dans le nom de domaine, nous devons le créer dans notre espace d'hébergement. C'est-à-dire, nous cliquons sur Create a new domain. Et là, nous allons saisir le nom de domaine en question. Donc, je pense que c'était dev.perso.df. Et voilà. Et là, nous allons décocher cette option parce que nous ne voulons pas que ce soit lié automatiquement à la racine, en fait, de comment on appelle ça, notre accès cPanel, en fait. Et là, nous cliquons sur soumettre. Nous décochons et nous cliquons sur soumettre pour pouvoir créer un dossier qui est propre au nom de domaine. Et l'avantage avec un cPanel, il permet de pouvoir créer autant de sous-domaines qu'on veut. Donc, pour chaque sous-domaine, vous pouvez créer autant de dossiers qui seront liés à chaque sous-domaine qui permettront l'accès
aux informations du site web qui seront liées à chaque nom de domaine que vous avez créé ou à chaque sous-domaine que vous avez créé. Donc là, nous allons cliquer sur soumettre. Voilà, donc nous avons bien lié notre nom de domaine dev.perso.br. Et grâce à ça, nous pouvons même aussi créer des emails professionnels parce que notre hébergement que nous avons sélectionné nous permet d'avoir et l'hébergement DNS et l'hébergement web et aussi l'hébergement mail en fait. Okay. Et pour l'hébergement web, c'est ça l'adresse en fait. C'est l'adresse du dossier qui permet de pouvoir uploader tous ces fichiers de site web et avoir l'accès sur Internet via le navigateur. Donc là, nous allons faire un petit test de création d'email. Donc là aussi, ce n'est pas assez compliqué. Il suffit juste de sélectionner le nom de domaine en question. Donc on sélectionne devperso.br si ce n'est pas déjà fait. Ensuite, on entre un nom d'utilisateur. On va mettre test. Il va nous s'agir maintenant de mettre un mot de passe. On va sélectionner un mot de passe. On va générer un mot de passe. Et une fois qu'on a généré le mot de passe, il faut qu'on enregistre. Ou si on n'a pas, envie d'avoir un mot de passe trop compliqué à retenir, on peut l'écrire, mais il y a des restrictions et il y a des règles à respecter pour pouvoir écrire le nom de domaine. Donc, ce qui est conseillé, c'est de générer le mot de passe. Donc, une fois que le mot de passe est généré, on va cliquer sur Edit Setting pour voir les différentes options de stockage. On peut mettre illimité si on veut, créer automatiquement. Mais bon, pour certains types d'entreprises, certaines entreprises peuvent vouloir limiter la quantité d'informations que chaque mail peut avoir. Donc, dans notre cas, nous, comme c'est un test, on va juste mettre peut-être 10 gigas. On peut sélectionner en gigas ou en mégas ou autre chose. Et maintenant, mettre la valeur, on va mettre 10 gigas de stockage. Ensuite, on va dire créer automatiquement un dossier. Non. On va choisir ne pas créer automatiquement un dossier pour ça. Et on fait juste, on termine en faisant create. Et une fois que c'est créé, on a la possibilité de se connecter, je pense, check email, voilà. Voilà, donc nous sommes connectés à notre espace de messagerie. Et là, lorsqu'on clique sur Open, on va ouvrir un clic qui est un client de messagerie qui permet de gérer les différents mails que vous aurez à créer avec le cPanel sur avec notre serveur d'hébergement. Voilà, donc je pense que c'est ici que va prendre fin la petite démo que nous avons préparée pour pouvoir vous expliquer un peu comment fonctionnent les serveurs et les DNS et tout ça. Je pense que je vais redonner la parole à Monsieur Ismaël pour pouvoir prendre la suite. D'accord. Merci bien, Olivier, pour cette présentation. J'espère que c'était assez limpide et compréhensible pour tout le monde. Donc, là prend fin cette session de webinaire et nous allons peut-être laisser quelques minutes pour ceux qui ont des questions ou qui veulent intervenir. Il y a des questions? Ah, ça, c'était par rapport à l'enregistrement. On avait répondu aussi. Ok, une question. Monsieur Yameogo. Avec donc le cPanel, on a la possibilité, avec un nom de domaine base, de créer plusieurs sous-domaines. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Donc, la question de Monsieur Yameogo, c'est est-ce que avec un nom de domaine de base, bon, quand il dit de base, je suppose, c'est voilà, le nom de domaine qu'on achète. Euh, Est-ce qu'avec ça, on a la possibilité de créer plusieurs sous-domaines? Oui, techniquement, c'est totalement possible.
Maintenant, tout dépend de qui fait votre hébergement DNS. Donc, s'il y a des limites, les limites sont imposées par votre prestataire. Donc, si vous prenez par exemple de l'hébergement chez LWS, je connais pas parfaitement leurs offres, mais ils peuvent dire par exemple que vous êtes limité à 100 sous-domaines ou à 10 sous-domaines, ou ils peuvent dire que c'est illimité. Donc, il faudra bien vérifier ça au niveau de l'hébergeur chez qui vous prenez pour la création le sous-domaine. Nous, on fournit l'hébergement DNS. Donc, en prenant votre nom de domaine, vous pouvez ajouter l'hébergement DNS. Ça vous permet également de créer des sous-domaines, configurer vos zones DNS, ajouter des champs DNS. Il y a certains travaux, certaines applications. Lorsque vous voulez lier votre nom de domaine ou un sous-domaine avec l'application, ça va vous demander de créer des champs TXT ou d'autres types de champs dans votre zone DNS. Donc, ça vous permettra de faire tout ça en plus de créer des sous-domaines. Maintenant, je ne vois pas l'écran sur lequel vous travaillez. Euh, Vous voulez dire la démo? Vous n'avez pas vu la démo qu'on a fait tout de suite, Monsieur Yameoko? Vous pouvez ouvrir votre micro si vous le voulez. Euh, je n'ai pas bien compris votre dernier message. D'accord. En attendant qu'il réagisse, si s'il y a d'autres questions ou d'autres interventions, la parole est à vous. Allô, vous m'entendez? Euh, Vous pouvez, ok, oui, je vous entends. En fait, je parlais et comment on appelle? Lorsqu'il faisait la démo, après il parlait d'espace de stockage, tout ça. Bon, cette partie, on ne voyait pas. Donc, je ne sais pas si c'était normal. C'est pour cela que je soulevais en fait la préoccupation. Ah non, non, c'est pas. Donc, arrivé à cette partie, le partage d'écran n'était plus visible. Il y avait seulement un écran qui était visible, mais ce n'était pas de cette partie qu'il parlait. Ah C'était non, je juste pense qu'il expliquait, c'était le l'écran. seul écran qui était là, mais il expliquait en fait Ah, le ok, fait que vous avez ces différentes possibilités-là. ok, ok. Merci. Je vous en prie. D'accord. Donc, il n'y a plus d'intervention. Je suppose que euh, il y a plus de questions et que tout le monde a bien compris. Donc, merci à tous les participants pour être restés avec nous jusqu'à la fin du webinaire. Et une fois de plus, on s'excuse pour la confusion de temps qu'il y avait eu. J'espère que cette session vous a été utile et que ça a pu répondre à certaines préoccupations que vous aviez. Donc, de toute façon, la session est enregistrée, sera publiée sur notre chaîne YouTube et sera aussi publiée donc sur nos pages de réseaux sociaux. Donc, j'espère que vous êtes abonnés à notre page Facebook parce que c'est là-bas qu'on publie généralement les activités, les conférences, les webinaires qu'on organise. Il y aura d'autres à l'avenir. Donc, je vous invite, je vais laisser le lien dans le chat pour ceux qui ne sont pas abonnés à la page Facebook. Euh, Excusez-moi. Bonsoir. Et Bonsoir. est-ce que c'est possible de... D'accord. Et j'aimerais savoir si c'est possible de rediriger un sous-domaine vers un autre serveur ou une autre adresse IP. Est-ce que c'est possible de rediriger un sous-domaine vers un autre serveur ou une adresse Oui, IP? oui, un sous-domaine vers un autre serveur. Oui, Oui, ou une autre adresse IP. c'est tout à fait possible. Lorsque vous créez le sous-domaine, vous devez modifier le champ A du sous-domaine et renseigner là-bas l'adresse IP du serveur que vous voulez qu'il pointe. J'espère que ça répond à votre question. Oui, oui, Monsieur. c'est bon, merci. OK, d'accord. Sinon, c'est totalement possible. Vous pouvez créer des sous-domaines,
Et pour le sous-domaine, vous définissez le champ A et vous renseignez là-bas l'adresse IP publique du serveur que vous voulez, voilà, le faire rediriger. C'est aussi simple que ça. Vous éditez ça au niveau de la zone DNS. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? D'accord, s'il n'y a pas d'autres questions, non, donc on vous partage le lien de la page Euh, Facebook. excuse- Oui, Excusez-moi. oui, allez-y. Et genre, comment je peux sécuriser mes additions DNS là? Puisque peut-être contre les attaques, c'est pas. Waouh. Bon, là, cette question, vous posez une question qui ne peut pas se répondre en 2 minutes, 3 minutes. Sinon, bon, la sécurité, c'est à plusieurs niveaux. C'est à plusieurs niveaux. Mais je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui sont intéressées par cet aspect-là du DNS. On pourrait organiser un webinaire aussi dans ce sens-là prochainement. Sinon, pour sécuriser, déjà, une chose qui est importante, ça serait d'activer le DNSSEC au niveau de votre domaine. Mais là aussi, ça ne dépend pas seulement de vous. Il faudrait que le prestataire même qui vous fournit les services euh, soit capable de le faire aussi, offre le DNSSEC pour que vous puissiez l'activer à votre niveau. Et hormis même, si on sort du cas du DNS, il y a vous-même aussi votre organisation, votre gestion de vos serveurs, comment vous gardez vos mots de passe, comment vous stockez certaines informations sensibles. Ça aussi, ça contribue. Et est-ce que le serveur DNS, vous avez votre propre serveur DNS que vous gérez ou vous utilisez un serveur DNS fourni par un prestataire? Si c'est le prestataire qui fournit le serveur DNS, vous êtes généralement beaucoup plus à l'abri parce que en tant que prestataire, il y a pas mal de mesures de sécurité qui vont mettre en place. Mais si c'est vous-même qui avez installé votre propre serveur DNS et que vous l'administrez, il y a beaucoup de choses à faire pour sécuriser même ne serait-ce que le serveur avant même de commencer à parler de DNS, quoi. Euh, mais pour vraiment entrer dans les détails et pouvoir vous dire concrètement, on n'aura pas le temps de pouvoir élaborer tout cela dans cette session. Mais je pense que si d'autres personnes manifestent l'intérêt, on va également organiser un webinaire dans ce sens-là. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, déjà, si la question intéresse d'autres personnes, manifestez votre intérêt dans le chat rapidement pour qu'on ait une idée parmi ceux qui sont déjà là, mais on va faire peut-être un sondage après. Et puis, voilà, s'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés, on va également organiser un webinaire en ce sens. Donc, on a envoyé le lien de la page Facebook. Voilà, c'est tout simplement facebook.com/ecodevint. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la page Facebook, vous pouvez vous abonner et vous aurez donc, vous serez au courant de, comment dirais-je, des prochaines activités que nous lançons. Également les promos, parce qu'il y a des promos qu'on fait. Donc, s'il y a des promos, vous allez aussi être les premiers à être au courant de ça à travers donc la page Facebook. Donc, n'oubliez surtout pas, ne quittez pas le webinaire sans vous être abonné à la page Facebook. Et en parlant de promo, je crois qu'on a une promotion en cours suite au FESPACO. Je vais peut-être l'afficher, mais si vous allez sur la page Facebook, vous allez voir ça. On a une promo, peut-être je l'affiche ça rapidement. Ceux qui sont encore là pourront donc faire une capture d'écran du code promo. Voilà, donc merci à tous.
C'est donc la fin du webinaire. Je vous souhaite une excellente soirée et on se retrouve certainement à un autre webinaire ou à une autre conférence. Merci.